صباح الخير الناس الكل. الحمد لله شبعان كما قال لكم الحمد لله. ما يظهرش برشا عليا ما صافا معناها. اليوم باش نحكي لكم على انيشيتيف بيرسونيل، باش نحكي لكم على نظرة أخرى معناها للتعليم في تونس. C'est un projet que je commence avec un ami et que je vais vous expliquer en détail. Donc je commence avec une anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce bâtiment, c'est un peu difficile. Ça, c'est the National University of Ireland. C'est à Galway, c'est dans l'ouest de l'Irlande, que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière, en fait, avec mon employeur. Ce qui est important dans l'histoire de National University of Ireland, c'est en fait comment ça a commencé. Pour ceux qui ne connaissent pas, en Irlande, le pays a vécu la crise de la grande famine entre 1845 et 1949. Donc il y avait énormément de morts. Pour avoir les nombres, il y avait un quart de la population qui a quitté les terres, un quart qui sont décédés en fait, et le reste sont restés. Et vous avez en fait des gens à Galway, on va dire les sages de la ville, qui ont décidé un jour que voilà, il fallait avoir une solution à tout ça. La solution pour eux en fait était l'éducation. Le challenge en lui-même, c'était de convaincre les gens qu'il fallait investir dans l'éducation alors que les gens mouraient à l'extérieur. Ils ont poussé le projet en fait de l'université de Galway jusqu'à la fin. Et l'université a commencé en 1845. Les premiers cours étaient en 1849. J'étais très inspiré par l'histoire du directeur lorsqu'il nous a parlé de tout ça. Aujourd'hui, l'université de Galway, c'est ça. C'est 5 universités, 7 instituts de recherche, un centre de volontariat et engagement citoyen, un centre sportif, un musée d'art, une centaine d'inventions brevetées. L'université de Galway, l'année dernière, a fait plus de 300 millions d'euros d'inventions brevetées. C'est les étudiants qui vendent ça à travers leurs projets. Ça permet le financement de l'université. Si vous voulez savoir en fait à quoi ressemble l'université, c'est ça. Tout ce que vous voyez là, c'est l'université. Le point rouge là, c'est le bâtiment que je vous ai montré. Il y a un village, il y a tous les départements, il y a la rivière pour faire le canoë-kayak carrément. C'est une ville de 80 000 habitants avec 35 000 étudiants. C'est-à-dire, la ville, c'est l'université. C'est le centre social de tout. C'est là que ça se passe. Les gens passent par leur carte. Ils font tout ce qu'ils veulent à l'intérieur de l'université. Bien sûr, on ne parle pas seulement de logistique. Il y a certainement des choses à voir et à refaire, comme nous a dit le directeur pendant notre passage. Mais l'histoire même de comment ils ont envisionné la chose était très importante pour moi. Ce qui est encore plus important, en fait, c'est le groupe que j'ai accompagné. Donc, j'ai accompagné un groupe d'élèves tunisiens de 17 à 18 ans. C'était des gens du KEF, de Sfax de Tunis, qui étaient dans le championnat mondial de débat. Et ces gens-là, en fait, lorsqu'ils sont rentrés, lorsqu'ils ont terminé, ils étaient disqualifiés du premier tour, malheureusement pour eux, mais ils ont eu quand même le mérite de vaincre les champions du monde, la Lituanie. Ces gens-là, en fait, lorsqu'ils sont rentrés, le dernier jour, ils me demandaient, Dali, on ne pense pas trouver la même chose en Tunisie. Ils vont passer à l'université, la plupart d'eux en première année, ils étaient émerveillés. Ils savent très bien que les universités en Tunisie, ce n'était pas ça. Pendant 2 semaines, ils étaient dans leur propre, on va dire, Disneyland. Ils se sentaient très bien, tout était rose autour d'eux, mais ils savaient très bien que le retour était difficile. Et je savais, j'ai compris en fait qu'on ne pouvait pas leur dire non, qu'on ne pouvait pas leur dire de rester dans le pays, qu'il y a d'autres opportunités ailleurs. Et la seule chose que je me suis permis de leur dire, c'est peut-être de revenir en Tunisie s'ils veulent partir un jour. Réellement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a un système qui se reflète réellement dans nos rues. Donc, avant de commencer à trop réfléchir sur comment ça se passe, sur ce qu'on doit changer et ce qu'on ne doit pas changer, si on sort maintenant du centre pour voir comment est l'état des choses, on trouvera énormément de saleté, de pollution, que ce soit un quartier chic ou un quartier populaire. Ça veut dire qu'on n'est pas éduqué, qu'on n'est pas assez civilisé. On trouvera une énorme polarisation politique qu'on vit depuis 3 ans, à cause du manque de conscience, du manque de respect d'autrui. En fait, on est en train de se retrouver dans une société qui n'a pas envie de bâtir cette sorte de paix sociale pour avancer. On se retrouve bien sûr avec un chômage élevé, on n'ajoute rien, mais ce qui est très dangereux dans le cas de la Tunisie, on est quand même le seul pays du monde qui est placé dans le centre de la carte. Mais on se renferme. Donc, on nous a appelé la Singapour de l'Afrique du Nord, la Suisse de l'Afrique du Nord. On a essayé de nous appeler tout ce qu'on veut.
mais on reste toujours un pays qui se renferme, qu'on ne le veuille pas. On a l'Afrique, on a l'Asie, on a l'Amérique latine et l'Europe, et on n'arrive pas à tendre la main. On n'est ni bien placé dans le Middle East, dans South Africa, on n'est ni bien placé en Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest ou Est. On n'est pas vraiment un partenaire de l'Union européenne. On ne sait pas comment ça se passe en Amérique latine. Et on ne sait même pas qu'aujourd'hui, il y a des pays comme le Hong Kong, Singapour, Malaisie qui sont vraiment en train d'exploser. Réellement, qu'est-ce que c'est aussi? C'est une classification, c'est des notes, c'est des punitions. Vous avez des premiers de la classe qui restent dans les premières rangées, les derniers de la classe restent derrière parce que c'est cool. Et les deux se haïssent totalement. Vous avez du théorique, principalement, pas de pratique. Vous avez un contenu qui a du mal à avoir une mise à jour. Pendant mes cours en IHEC, j'avais un très très bon professeur pendant la 4e année pour le commerce international, mais le monsieur avait malheureusement énormément de problèmes avec les étudiants parce que à chaque fois quand il parlait de nom de marque internationale, de cas concrets de l'année même, personne ne comprenait de la classe presque. Il y avait 2 personnes ou 3 maximum qui étaient là à lire les magazines ou qui étaient un peu plus passionnés par Internet qui savaient. Vous avez un nombre d'heures que tu. Pendant tous mes voyages en fait, que j'ai fait pendant les dernières années, je n'ai pas trouvé un pays où le nombre d'heures par semaine pour un étudiant dépasse les 12 heures. En Tunisie, on est dans les 30, 35, 38, 42. Le social et culturel, c'est totalement mort. En Tunisie, on pense que le social et culturel, ça veut dire ouvrir des associations ou clubs à l'intérieur des organismes. Non, c'est les associations et les clubs qui gèrent les organismes. C'est totalement différent. Dans plusieurs universités au Canada, l'administration ne gère pas la vie étudiantine. C'est le centre associatif qui sont des étudiants élus de plusieurs associations qui gèrent tout. Le professeur, le directeur d'études, personne n'a le droit de s'immiscer dans les affaires des étudiants. Le produit, vous avez des champions des élites, oui c'est clair, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Tunisie n'a pas de très bons éléments, ça c'est les premiers, pas forcément le premier de la classe, mais on a quand même un bon produit national qui s'exporte, malheureusement. Des diplômés non qualifiés, on les connaît tous. Des non-diplômés, des gens qui n'arrivent pas à finir jusqu'au bac ou bien la formation universitaire ou formation professionnelle. Vous avez les frustrés, déprimés, les défaitistes. Vous avez les harragas et vous avez les criminels. Bien sûr, vous pouvez faire un mix de tout ça. Vous pouvez avoir un non-diplômé qui devient harrag et criminel. Vous pouvez avoir le champion ou le premier de la classe qui devient frustré parce que voilà, c'était un loser pendant toute la classe, pendant toute la vie universitaire ou étudiantine, ou bien vous pouvez avoir une sorte de la même personne qui est sortie de la classe en fait de l'université, qui a très bien fait ses preuves, qui a de très très bonnes notes, mais n'arrive pas quand même à tendre la main avec les autres personnes dans sa société. Alors qu'une société, ça se compose de losers, de gagnants, de personnes normales, de personnes bizarres, et un peu monsieur tout le monde. Les réflexions actuelles autour de l'éducation, donc ce qu'on a principalement, c'est une mise à jour du contenu académique. Donc il y a des réflexions autour du fond. On dit peut-être que la Tunisie devrait faire une mise à jour. Heureusement qu'ils ont commencé à réfléchir à ça. Des institutions semi-étatiques, c'est-à-dire que des entreprises commencent à intervenir avec l'État et prendre quelques institutions avec eux, avec un certain pourcentage pour améliorer au moins la logistique, parce qu'il n'y a rien, on ne peut pas parler de logistique à part quelques universités privées en Tunisie. L'expansion de la privatisation, c'est-à-dire des institutions 100% privées, c'est des hommes d'affaires qui ont totalement le droit de faire ça, au moins ils améliorent la qualité de la vie étudiantine, mais on sait très bien que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez les partenariats entre les organisations de société civile et l'État pour améliorer un peu la vie sociale et culturelle dans les campus ou bien dans les écoles. Et l'éducation futuriste, qui est un concept un peu trop loin de la Tunisie, pour ne pas dire trop loin, où on parle de projection de classe internationale avec des gens qui sont connectés avec leur mobile pour être dans la même classe avec une personne de la Malaisie, de la Hollande, de la Chine, à la même heure, pour avoir le même cours d'un professeur qui est, par exemple, en Colombie. C'est totalement ça. En termes d'infrastructure, on ne pourra pas toujours faire ça en Tunisie. La réflexion, c'est quoi? Donc, vous avez un futuriste américain qui a dit une fois, surtout en termes qui parlait de réforme. Et je pense que ça explique ce qui se passe réellement en Tunisie. En Tunisie, lorsqu'on parle de réforme, on parle de correction. On va corriger un peu, pour apparaître un peu plus cool, un peu plus sérieux, un peu plus professionnel peut-être pour le reste du monde. Non.
Donc, ce qu'il faut faire réellement en Tunisie, c'est écraser le tout. Mais écraser le tout, mais petit à petit. Donc, c'est un processus qui va prendre énormément de temps. On ne peut pas venir aujourd'hui et dire, allez, on va refaire le tout dès le début, mais on va avoir une réflexion totalement nouvelle par rapport à ce qui se passe. C'est quoi réellement l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle un learner-centered organization, ce qui est exactement le même concept de l'employer-centered organization, c'est-à-dire les entreprises qui sont centrées sur l'employé, pas sur les boss. Vous avez aujourd'hui les écoles qui apparaissent, qui sont centrées sur les personnes, sur les étudiants, sur les élèves réellement. La différence, pour que vous sachiez ce que c'est réellement. Donc, réellement, ce que vous avez aujourd'hui, c'est le modèle qui est de l'autre côté, c'est-à-dire vous avez un professeur qui parle avec ses étudiants. Ça pourrait être en forme de projet ou bien en forme de théorie. Aujourd'hui, le nouveau modèle, c'est ça. Le nouveau modèle, c'est d'avoir le professeur en termes de coach qui supervise un peu, qui est là pour regarder, pour soutenir, pour encadrer. Mais vous avez une sorte de playground au milieu, c'est-à-dire les élèves, les étudiants travaillent ensemble, il n'y a pas d'individu, mais un collectif, et vous avez toutes les ressources autour d'eux, c'est-à-dire ils ont accès à la technologie, aux bouquins, à un centre social qui est la vie étudiantine en elle-même. Pour comprendre un peu plus la différence, c'est ça la différence. Donc, le système actuel, c'est celui d'en haut. Le système actuel, c'est centré, c'est school-centered. School-centered, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'école, c'est elle qui accueille tout le monde, c'est elle qui délimite malheureusement tout le monde. Et vous avez l'étudiant qui est au centre. Donc, on a l'impression que c'est une petite cage où l'élève, l'étudiant ne peut pas courir réellement. La différence, aujourd'hui, c'est ça. C'est learner-centered, où c'est l'étudiant ou l'élève qui est en train de contenir l'école. C'est-à-dire c'est lui qui est le propriétaire de l'école, de l'université, du collège. La différence entre les deux, comme vous savez très bien, aujourd'hui, les salles de classe, c'est ça. Donc, vous avez les classes normales, vous avez les classes en U, vous avez les amphithéâtres, ou bien pour les situations les plus misérables, vous avez des gens qui n'ont même pas droit à une table de classe. Pour le système de Learner-Centered Organization, je ne sais pas si vous êtes en train de bien voir, c'est ça les classes. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire vous avez des lofts. Vous prenez cette salle, au lieu de la diviser en tables, vous mettez rien. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'espace possible pour que la personne bouge en étudiant. L'objectif, c'est de ne pas s'asseoir. L'objectif, c'est de bouger en permanence. Et ça existe réellement, ce n'est pas de la publicité. Donc le projet, ça s'appelle El Madrasa Madrastek. El Madrasa Madrastek, c'est un tout. Donc on veut avoir une école connectée, 24 heures sur 24. Donc on n'a plus besoin que les étudiants utilisent le papier en lui-même, mais ils vont utiliser les bouquins aussi. Donc on veut avoir une université qui est ouverte, une école qui est ouverte sur le monde, ouverte sur l'extérieur, et qui valorise le travail collectif. Ce qui est important aujourd'hui, on est en train d'échouer en Tunisie pour pas mal de raisons, y compris le fait que tout le monde veut être au premier rang, tout le monde veut être le premier à faire telle ou telle chose, et on n'essaie pas de collaborer ensemble. Vous avez aussi l'engagement civique et entrepreneurial, donc ceci doit être appris dès le début de l'âge, à partir de l'âge de 5 ans. On ne parle même pas d'éducation entrepreneuriale de 18 ans. Aux États-Unis, les programmes aujourd'hui existent, les programmes d'entrepreneuriat existent pour les enfants. Ils n'existent pas pour les lycéens ou pour les gens qui sont en université. Ils commencent à partir de l'âge de 5 à 6 ans. Vous avez aussi l'art, l'histoire, la culture au cœur du cursus académique. Qu'est-ce qui est affreux en Tunisie aujourd'hui? C'est qu'on ne connaît pas notre histoire. Pour avancer, il faut savoir ce qui s'est passé auparavant. Il faut apprendre des erreurs des gens qui sont venus avant nous et surtout de leur succès, des choses qu'ils ont bien fait. Donc si on commence à comprendre l'histoire de ce pays, avant l'indépendance, après l'indépendance, la révolution et l'histoire de tous les jours, parce que l'histoire est en train de se régénérer à chaque fois. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement avec mon partenaire? Donc, on est en train d'établir une initiative privée. La forme, on est en train de discuter avec quelques experts pour savoir réellement comment ça se passe en termes légaux. Mais dans toutes les options, on a trouvé une sorte de forme. Donc, en fait, c'est une école où vous avez un cursus bien précis. Donc, de 5 à 7 ans, donc on va travailler sur le renforcement de l'imagination de l'enfant. C'est un playground où il va juste rêver et savoir qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Pas de limite, c'est de l'open space. De 7 à 15 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui en Tunisie l'école et le collège, donc c'est un soutien et encadrement, plus les modules académiques. Donc pendant cette période-là, on va aider en fait les gens à savoir ce qu'ils veulent faire, eux, pas nous.
Pas les professeurs, pas le directeur, pas les partenaires de l'organisme. C'est les personnes en fait qui vont qui vont essayer de faire leur choix au début. Nous, on va juste être là pour soutenir un peu et être sûr qu'ils arrivent là où ils veulent. Bien sûr, avec le cursus académique qu'on connaît tous, mais qui sera amélioré avec la façon اللي يتعلموا بها les étudiants بتاعنا. La dernière partie, avant de passer les examens pour les orientations universitaires, s'ils le veulent, c'est la partie de savoir-attitude pour les 2 ans. C'est du renforcement du savoir technique, c'est du networking, c'est des présentations, du pitching de projets pour ce qu'ils veulent faire réellement, pour avoir un niveau très très élevé par rapport à ce qui se passe dans le marché. Ce qu'on veut faire réellement, parce que lorsqu'on a parlé à pas mal de personnes par rapport au projet, ils nous ont dit « Ah, vous voulez apprendre aux gens, vous voulez leur faire savoir qu'ils vont devenir imbattables, qu'ils vont être les meilleurs de tout. » Non, le premier module sur lequel se base tout le programme, c'est apprendre à échouer. Nos étudiants, en fait, lorsqu'ils sortent de l'université, ils pensent que voilà, ils vont avoir le travail, ils vont se marier, pas se marier, ils vont avoir leur voiture, ils vont avoir leur vie. Mais ils ne savent pas qu'il y a une sorte d'échec qui arrive à n'importe quel moment, à n'importe quel stade de la vie. Ils peuvent échouer à avoir une relation, ils peuvent échouer à avoir un bon boulot, ils peuvent échouer à bâtir une maison, donc il y a plusieurs échecs. Ce qui fait qu'au premier problème auquel ils font face, ils se retrouvent dans une situation de blocage. Donc nous, ce qu'on va essayer d'avoir dans l'institution, c'est en fait de pousser un maximum les gens à comprendre comment échouer, bien sûr avec de la pratique, des projets pratiques et une mise en compétition avec d'autres groupes. Réellement, comment ça va se passer? Donc, la première cible sur laquelle on travaille, c'est les enfants délaissés. C'est les enfants délaissés, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas un dinar, un sou, pour étudier. Parce que le plus facile, serait de partir dans le privé totalement et d'avoir des gens qui ont des millions pour dépenser ça sur leurs enfants. La deuxième cible serait le groupe des citoyens, on va dire, de classe moyenne, où il y aura une subvention de 50 à 60% du programme. Et bien sûr, les personnes qui vivent une certaine aisance financière et sociale, ils devront payer le 100%. Mais la première cible serait les enfants délaissés par leur famille ou bien par le système en lui-même pour intégrer le programme. Donc, ce qu'on est en train de faire actuellement, donc on est en train de développer le final. La maquette, le 3D, le terrain, on l'a déjà eu. Ça, c'est situé à 70 km de Tunis. On le fait, en fait, on est en train d'établir le projet sur un terrain qui est totalement vide. Il n'y a rien autour. Parce que le foyer sera là-bas. On va bâtir une sorte de mini-ville où les étudiants vont vivre là-bas. C'est leur centre, c'est leur vie, c'est eux qui font l'école, c'est eux qui vont faire grandir l'école tout au long du projet. Donc, si on est assez chanceux, on va commencer la levée de fonds en fin d'année. C'est pas très grand, c'est-à-dire lorsqu'on parle de levée de fonds, on ne va pas parler de milliards et des milliards, mais on a trouvé une formule en fait pour avoir assez, on va dire, de logistique, assez pour démarrer, parce qu'on ne va pas tout bâtir dès le début. Et on devrait travailler sur l'implémentation et l'exécution en 2015-2016. Ce projet-là, vous allez le trouver un peu, c'est-à-dire d'une façon assez publique d'ici la fin de l'année, parce que l'objectif même de la chose, ce n'est pas juste d'entreprendre pour avoir un meilleur centre éducatif ou une meilleure institution, c'est en fait de pousser avec les institutions locales, les autorités et les politiques aussi, pour leur dire, voilà, un projet qui peut être un bon remplacement, une bonne expérimentation, surtout pour les gens qui n'ont pas d'éducation. Il faudrait peut-être que tout le monde s'entraide et que tout le monde pousse ça. Donc tout le contenu, même académique, même la façon de faire du centre va être mise en ligne pour que monsieur tout le monde peut consulter le programme. Qu'est-ce que je devrais vous dire en fait? Il y a un petit décalage apparemment parce qu'il y a de l'écriture qui est en bas. Donc j'ai pensé à finir en fait le talk avec une sorte de quote, mais j'ai pas trouvé mieux en fait que ce qui est écrit dans l'hymne national où on dit aujourd'hui en fait malheureusement on n'est pas assez fiers de porter le drapeau de la Tunisie et la Tunisie n'est pas aussi fière de nous avoir dans cette ère parce que on n'est pas en train de réussir, on n'est pas en train de remettre le pays sur ses pieds. Donc moi ce que je vous dis, je ne pourrais pas vous influencer pour voter qui que ce soit ou pour voter les politiques parce que les politiques ils font leur travail depuis longtemps, mais intéressez-vous en fait à des personnes, à des politiques qui veulent réformer vraiment l'éducation, qui veulent régénérer une meilleure éducation,
Partez voter pour ces gens-là, parce que ces gens-là veulent bâtir une meilleure Tunisie. Tous ces problèmes vont partir un jour ou l'autre, mais si on ne s'intéresse pas au chantier éducatif, si on ne s'intéresse pas à une nouvelle façon d'étudier, à une nouvelle façon de faire comprendre que les enfants, c'est eux qui veulent apprendre tout seuls, et on n'apprend pas aux enfants les mathématiques et la science avec العصا نتاع القسم كان تفكروا هاش اللي يهز اللوحه نضربوا عليها. Je pense pas qu'on ira très loin. Une petite anecdote de 30 secondes avant de finir. Deux jours en arrière, j'ai posé une question sur Facebook de comment vous voyez l'école de demain, parce que j'ai un talk sur TEDx. Je voulais savoir ce que était la vie des gens. Et il y avait une professeure, malheureusement, une amie de ma maman, que je respecte énormément, c'est une dame que je respecte. Elle m'a dit, Aïch Wildi, l'école de demain, la sécurité pour les professeurs, il faut un policier qui couvre toute une zone, parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de violence contre les professeurs. Il faut être sûr qu'il y a de meilleures toilettes, une meilleure hygiène. J'étais comme, wow. Donc c'est pour vous dire un peu le décalage entre les perspectives aujourd'hui d'une meilleure Tunisie ou bien d'une Tunisie qui reste un peu dans le peur. Pour moi, c'est une Tunisie qui reste dans le peur. Il faut savoir oser faire les choses autrement. Et merci.